Bonjour tout le monde, je suis Alan Bigelow à Solar Cookers International. Nous allons attendre encore quelques petites minutes pour que les personnes arrivent. Merci. Encore bonjour. Je veux introduire Monsieur Yves Nassouri qui va donner des mots d'introduction. À vous, Yves. Merci. Voilà. Merci, Monsieur Bichelo, cher Alan. Mesdames et messieurs, chers participants, bonjour et bienvenue à ce webinaire francophone consacré aux solutions solaires de cuisson et de séchage. Je suis Yves Nassouri, coordonnateur innovation et plaidoyer francophone à l'OIF, et j'aurai l'honneur d'animer nos échanges aujourd'hui. Nous sommes réunis pour explorer ensemble comment les technologies solaires peuvent transformer nos modes de cuisson et de séchage tout en créant des opportunités économiques durables pour nos communautés, particulièrement pour les femmes et les jeunes. Notre webinaire s'articulera autour de trois séquences complémentaires. En première séquence, nous plongerons dans l'univers des technologies et innovations avec nos partenaires de Solar Cooker International, le Dr Alan Bichelo, directeur des programmes de la science, et le Dr Stéphane Villat, chargé de programme. Nous présenterons les solutions concrètes de cuisson et de séchage. La deuxième séquence mettra l'accent sur l'impact socio-économique de ces solutions. Nous verrons comment créer des emplois durables pour les femmes et les jeunes grâce à ces technologies. Nous aurons le privilège d'écouter le docteur Rachel Idayapo, directrice des politiques et stratégies du développement durable de Côte d'Ivoire, Madame Lena Watt, spécialiste de programme insertion professionnelle à l'OIF, ainsi que M. Sidi Diabang, chef de bureau chez Enda Energy au Sénégal. M. Passassim Atade Nanguit, spécialiste de programme à l'OIF, modérera ces échanges. Enfin, la troisième séquence sera entièrement dédiée à vos questions et à nos perspectives d'avenir. C'est le moment où votre voix comptera le plus. Sans plus attendre, je cède la parole à SCI pour notre première séquence. Merci. Merci beaucoup, Yves, et merci tout le monde d'être ici aujourd'hui. Je suis Alan Bigelow, directeur des programmes et de la science à Solar Cookers International, SCI. Et avant de commencer, je voulais donner des petites remarques. Si vous avez des questions pendant l'événement, vous pouvez utiliser la fonction pour les questions et réponses, s'il vous plaît. Et aussi, pendant cet événement, nous allons montrer quelques petites vidéos. Donc, pour entendre les vidéos, s'il vous plaît, vous pouvez mettre votre volume vous-même pour bien entendre. Aussi, nous allons, cet événement, c'est enregistré. Vous pouvez le voir plus tard quand on va le lancer sur l'Internet. OK, OK, bienvenue encore. Et je suis très excité de parler ce sujet de cuisson solaire et aussi pour le séchage solaire. Je suis avec Solar Cookers International. Bon, qui sommes-nous? Nous sommes une association à but non lucratif depuis 1987 et nous avons des collaborateurs dans plus de 135 pays. Et notre mission, c'est d'améliorer la santé humaine, le bien-être économique, l'autonomisation des femmes et l'environnement en promouvant une cuisine solaire respectueuse du climat pour les populations vulnérables du monde entier. Et ça nous donne un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et merci à OIF pour cette opportunité. Euh, Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la promotion des fours solaires, les cuissons solaires. Et dans notre travail, nous avons trois spécialités. C'est des renforcements des capacités, plaidoyer et aussi la recherche scientifique. Et nous travaillons pour atteindre à peu près les 2,1 milliards de personnes qui font leur cuisine avec des feux ouverts chaque jour. Bon, le défi, c'est vraiment pour ces personnes qui font la cuisine avec les combustibles polluants. Et nous avons des photos ici qui viennent d'un camp de réfugiés au Kenya où nous faisons des travaux chaque année.
Et en Afrique, 4 personnes sur 5 n'ont pas accès à des combustibles de cuisson propres. Donc, ça, c'est le but pour nous, c'est de rendre l'accès à la cuisine propre et spécialement à la cuisine solaire. C'est aussi important pour la santé. Euh, Quand on fait la cuisine à l'intérieur d'une maison avec les combustibles polluants, euh, ça peut rendre des morts, à peu près 3,2 millions chaque année. Et aussi, cet problème, ça vient avec les maladies non transmissibles, notamment les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques et aussi BPCO, le cancer du poumon. Donc, il y a d'autres moyens et nous allons parler de ça. Euh, un autre problème, c'est pour l'environnement. Et quand on fait la cuisine avec le feu de bois, bon, la cuisine traditionnelle, il y a des émissions de CO2 et par an, c'est mesurable et on veut avoir moins de cela. Et aussi, ça rend les forêts, la dégradation des forêts. Bon, on peut aussi aider de réduire la dégradation des forêts quand on fait la cuisine propre. Bon, la solution, je vais en parler, c'est la cuisine solaire, la cuisson solaire. Et comment ça marche? Je vais décrire cela très vite. D'abord, on doit collecter la lumière. Donc, les cuisseurs solaires, euh, on voit des miroirs et les vitrines pour collecter la lumière. Pour absorber la lumière, nous avons des surfaces noires parce que ça, c'est plus efficace à absorber les rayons de lumière. Donc, les marmites noires, les boîtes fours noires à l'intérieur pour euh, faire la transmission d'énergie solaire à énergie de chaleur. Cet moyen, c'est efficace et aussi ça rend la sécurité pour les personnes qui fassent la cuisine solaire. Cette carte, c'est une carte qui montre où il y a le plus soleil autour du monde. On voit bien en Afrique, c'est très riche en énergie solaire et on peut attraper cela pour faire la cuisine. Moi, je suis à New York et je fais la cuisine solaire chez moi. C'est une région un peu jaune et vert sur cette carte, mais même si c'est une journée soleillée, ça marche très, très bien. Mais en Afrique, on a plus de jours ensoleillés par an que moi, où je suis. Bon, voici, c'est une photo, une femme qui fait la cuisine solaire, mais je voulais montrer les bénéfices. Il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices. Et surtout pour, vous voyez le mot zéro, beaucoup de fois, zéro coût, zéro temps de collectionner de combustible, mais zéro coût de combustible, zéro pollution d'air, zéro émission de gaz à effet de serre, zéro inhalation de fumée. Ça, c'est pendant qu'on fait la cuisine solaire. OK? Et ça peut faire la cuisine nutritive et ça peut aussi sécher les fruits et les légumes, on va parler de cela, et ça pasteuriser l'eau et ça peut bouillir. Quand on bouillit l'eau, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, si on peut utiliser l'énergie du soleil, c'est bénéfique. Et aussi, ça peut réduire la déforestation. Voici 3 types euh, communs des cuisseurs solaires. Nous avons les panneaux réfléchissants, très simples, les fourboîtes, un peu plus hautes de la technologie, et encore les paraboles réfléchissants. Et chaque de ces types de solaire, ce sont des appareils qui collectent et absorbent la lumière directe du soleil et retient la chaleur pour cuire la nourriture ou pasteuriser l'eau. Donc, vous voyez les surfaces réfléchissantes, vous voyez les marmites noires, et même sur le panneau réfléchissant, vous avez 2 bols en verre. Ça, c'est un aspect de serre pour garder la chaleur à l'intérieur.
Ce sont des cuissons solaires thermiques et il y a des centaines de variations. Aussi, je veux donner un mot sur les technologies complémentaires. Il y a des paniers de rétention de chaleur qui peuvent aider pour continuer de cuire pendant la nuit, après avoir le commencement pendant la journée. Et aussi, on parle des indicateurs de pasteurisation de l'eau pour savoir quand l'eau est prête. Ensuite, je dois noter bien, effectivement, que cette façon de faire la cuisine, c'est une cuisine intégrée. Donc, on doit avoir aussi d'autres moyens de faire la cuisine, si c'est le temps de pluie, ou nuageux, trop nuageux. Donc, les autres façons de cuisine, propres, sera bien, ensemble. OK. Prochainement, je dois vous montrer des repas qui étaient faits avec un four-boîte dans ce camp de réfugiés où nous travaillons chaque année au Kenya. Ce sont des repas très communs pour les personnes qui sont là. Donc, on a vu dans ce cas, cette four-boîte était très bien située dans cet environnement. Aussi, dans une autre échelle, nous avons des cuissons solaires institutionnelles. Ça, c'est une école au Népal où sur le toit du bâtiment, vous voyez les capteurs solaires qui rendent euh, le soleil et les rayons dans un espace où l'eau est chauffée aux vapeurs chaudes. Et c'est le vapeur chaude qui descend dans la cuisine très propre pour faire la cuisine pour les étudiants, pour les instructeurs aussi. Et j'y étais, le goût, c'était incroyable. Encore, je veux parler à SCI, nous faisons aussi les tests pour les cuisseurs solaires. Donc, nous pouvons mesurer la puissance standard de la cuisine pour tous ces appareils. Donc, c'est quelque chose que nous faisons pour vraiment avoir la crédibilité de ces appareils qui sont mesurés utilisant les standards qui sont à l'Organisation internationale de normalisation, ISO. OK, merci. Um, à SCI, nous avons plusieurs outils. Voici quelques-unes. Pour les questionnaires, nous avons des meilleures pratiques et il faut vraiment profiter de l'occasion avec les projets de cuisson solaire pour avoir les données. Donc, l'enquête d'évaluation rapide et aussi l'enquête d'adoption et d'impact, ça va informer le projet pendant le cours du projet. Aussi, nous avons un Solar Cooking Wiki. Il y a un tas d'informations là-dessus. C'est un website parallèle à la nôtre. La nôtre, c'est écrit en bas, solarcookers.org. Mais solarcooking.org, c'est le wiki. Il y a vraiment un trésor d'informations là. Et on peut même traduire ça dans plusieurs langues quand vous le visitez. Nous faisons les tests de cuisson solaire et aussi nous pouvons donner du conseil sur les meilleures pratiques pour les initiatives de cuisson solaire. Et vous voyez ici les femmes dans une initiative au Tanzania où elles fabriquent les cuisseurs solaires avec les panneaux réfléchissants et ça donne de l'emploi pour elles. C'est un exemple. Maintenant, je vais changer un peu au séchoir solaire. C'est un peu la même technologie mais, que nous avons avec les cuisseurs solaires, mais c'est vraiment visé pour faire le séchage. Et pour cela, on veut chauffer les fruits, les légumes pour évaporer l'eau mais on ne va pas le cuire. OK? Donc, on va atteindre une température un peu moyenne. Et ces appareils peuvent être fabriqués localement avec les matériaux locaux aussi. Mais vraiment, ça, c'est une occasion, une opportunité pour vraiment avoir la valorisation de les
de les fruits et les légumes. Donc, pourquoi? On a encore un défi. Sans ces charges, il y a des pertes, et beaucoup de pertes sur les fermes. Et quand on utilise les moyens séchage euh, traditionnels, ça peut aussi, c'est pas assez propre des fois, et aussi ça peut être euh, on peut, si on utilise le bois, le feu de bois peut-être pour sécher, ça va aussi avoir le même problème que j'ai parlé avant avec les cuisseurs solaires, avec la cuisine traditionnelle. Donc, ici, nous avons beaucoup de bénéfices, mais c'est surtout, c'est pour avoir la valorisation des produits du ferme. OK? Euh, Ici, il y a des types communs de séchage solaire. Il y a les séchoirs solaires à chauffage direct. C'est très, très simple. Ça a à peu près le même euh, 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 regard qu'un four solaire boîte. Il y a le séchage solaire à tirage ascendant. C'est un armoire. Il y a des séchoirs solaires à tunnel qui tirent l'air chaud parmi les produits du ferme pour sécher. Et on peut utiliser ces séchoirs sur la ferme même. Ici, vous voyez un exemple où SCI avait eu une consultance à Yémen sur un projet où c'était pour la cuisine solaire et aussi les séchoirs solaires. Et c'était pour les personnes, les maisons individuelles, mais aussi pour les communautés. Et tout ça, c'était fabriqué à Yémen, même pendant la guerre et aussi pendant COVID, la pandémie. Donc, c'était une grande réussite et nous étions très contents avec cet projet. Ici, c'est un autre exemple au Kenya où on peut voir la procédure de valorisation. Et ils avaient des séchoirs pour sécher, mais aussi pour euh, mettre le produit dans les paquets pour vendre. C'était très intéressant, mais comme un exemple qu'on peut utiliser les séchoirs solaires pour la valorisation. Bon, maintenant, je veux introduire mon collègue, Dr. Stéphane Vilat, pour parler sur un projet qui vient récemment et je vais lui laisser parler là-dessus. Bon, bienvenue Stéphane, merci. Si vous pouvez mettre votre micro, merci. Merci, Alan. Donc, Oh, merci à toi et bonjour à tout le monde. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, je vais un peu parler d'un projet pilote que nous avons conduit en République centrafricaine, d'accord, puisque la République centrafricaine, elle a pu déterminer ses éléments de contribution CDN. Donc, à partir de là, on avait opté pour l'option de conduire un projet pilote en République centrafricaine. Et aujourd'hui, on va essayer de prendre le temps de partager avec vous quelques éléments indicateurs qui sont sortis de ce projet pilote, n'est-ce pas, pour démontrer de manière spécifique et à travers des chiffres bien précis, donc l'impact que peut avoir la cuisson solaire dans une communauté. Next. D'accord. Donc, ici, le projet pilote, n'est-ce pas, il a été financé par le CTCN. Donc, le CTCN, en fait, facilite la connexion entre les pays et les solutions technologiques climatiques, accélérant le développement et les transferts de technologies pour des initiatives à faible émission de carbone et résilientes au changement climatique, bien entendu, à la demande des pays en développement. Donc, pour conduire ce projet pilote, n'est-ce pas? Donc, nous avons eu le CTCN à financer ce projet pilote. Et il y a le SCI qui a conduit l'implémentation de ce projet. Mais l'implémentation de ce projet s'est fait en partenariat avec le gouvernement centrafricain, bien sûr, à travers le ministère en charge de l'environnement et du développement durable. Mais aussi, parmi nos partenaires, on a pu compter l'Université de Bangui qui nous a été de soutien.
vraiment important. Ensuite, parmi nos partenaires, on a également eu des associations de la société civile, principalement le GPEC et l'association ici chez nous. Mais aussi, on a tenu sur ce projet pilote à avoir avec nous un expert en genre. Donc, l'expert en genre également qui nous a apporté un support inconsidérable puisqu'on sait que d'ailleurs la cuisine malheureusement et fort trop souvent, n'est-ce pas, c'est une chose qui est attribuée aux femmes. Donc, sur ce projet pilote, on avait décidé à chaque étape d'avoir un expert en genre avec nous pour nous permettre d'analyser les données et de mieux comprendre la situation. Next. Donc voilà en fait une image avec les femmes qui sont en train d'utiliser nos cuisseurs solaires. Et comme on l'avait dit et tantôt, c'est vraiment une tâche qui est laissée aux femmes. Donc on comprend que l'accès à une cuisson propre, c'est aussi une question de genre. Next. Voilà. Donc, pour comprendre un peu l'impact de notre projet pilote, on va essayer de présenter ici rapidement le choix qui avait été fait. Donc, on avait choisi sur ce projet pilote de distribuer environ 140 cuisseurs solaires. Et puisque c'est un projet pilote, on avait vraiment on a voulu comprendre, n'est-ce pas, euh, quel type de cuisseur solaire serait le mieux adapté à ces communautés. Donc, pour ceci, on a choisi d'avoir à peu près un tiers de chacun de types de cuisseurs solaires. Donc, on a eu pour les panneaux réfléchissants environ 30% et pour les faux boîtes petits et grandes size, on a eu également environ 30% et pour les paraboliques, on a eu 33%. Donc, c'était une façon pour nous d'avoir une répartition équitable sur la communauté qui a été identifiée de manière à ce que nous puissions vraiment avoir une meilleure compréhension du type de cuisseur solaire qui est mieux adapté à cette communauté. Next. D'accord. Donc, tantôt, j'ai mentionné l'Université de Bangui, n'est-ce pas, qui a été l'un de nos partenaires. Et voilà, ici, il s'agissait également, pas seulement de faire une distribution de cuisseurs solaires, mais également de garantir que cette capacité de production existe au niveau des communautés. Donc, avec l'Université de Bangui, il y a eu la possibilité de monter un atelier vraiment avec des techniciens super solides, n'est-ce pas, qui nous ont permis de construire ces fourboîtes et ces paraboliques sur place. Next. Voilà, donc en fait, après avoir fabriqué les fours solaires, n'est-ce pas, les fours boîtes et les paraboliques, donc là, c'est après distribution. Donc, on peut voir les communautés comme elles ont été vraiment contentes après cette distribution. Next. Voilà, donc là, avant même de faire la distribution des cuisseurs solaires au sein de ces communautés, on a pris le temps de conduire notre baseline, donc pour essayer de comprendre le profil énergétique des ménages, n'est-ce pas, avant même l'introduction des cuisseurs solaires. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que 98% des ménages que nous avons enquêtés, ils utilisaient le bois comme source de combustible pour la cuisson. Et également, 50% de ces ménages utilisaient le charbon de bois. Donc, quand on voit 98% et 50%, c'est parce qu'il y a eu un mélange, dépendamment du pouvoir économique ou également en fonction des saisons. Donc, il y a des ménages à utiliser plusieurs sources de combustible. Et on a vu vraiment pour des ménages qui avaient une source de revenus vraiment très faible, qu'il y a certaines personnes qui utilisaient des résidus de culture et même les copeaux de bois, mais cette proportion, elle a été vraiment très faible par rapport à l'échantillon que nous avons analysé. Next. Donc voilà, en fait, nous avons parlé de l'utilisation du bois et du charbon sur ces ménages et voilà une image que nous avons eue de la République centrafricaine, n'est-ce pas? Donc qui illustre un paysage que malheureusement nous voyons trop souvent, n'est-ce pas? Et qui explique un peu l'impact sur certains pays. Next. Voilà. Donc, une fois que les cuisseurs solaires ont été distribués au sein des communautés, donc on a continué avec les enquêtes pour essayer de comprendre comment ces fours solaires et ces cuisseurs solaires étaient utilisés au sein des ménages. Donc, nous avons vu que la majorité des ménages qui utilisaient leurs cuisseurs solaires, donc 95%, ils utilisaient les cuisseurs solaires pour cuire les légumes. Donc, les légumes déjà qui, dans ce milieu, sont effectivement faits et pas représente effectivement une grande partie de la diète de ces ménages. Donc, on a compris rapidement que les cuisseurs solaires étaient utilisés très fréquemment pour cuire les légumes. Mais aussi, on a vu qu'il y a pas mal de ménages qui ont souhaité utiliser leur cuisseur solaire pour essayer de cuire d'autres aliments
principalement les féculents, la viande et les céréales également. Next. Voilà. Donc, une fois qu'on a pu comprendre comment les cuisseurs solaires étaient utilisés sur le terrain, on a également essayé de comprendre le niveau d'adoption de ces cuisseurs solaires. Donc, quand on parle de niveau d'adoption, donc c'est par rapport au nombre de repas qui étaient préparés au sein du foyer. Donc, une fois que le cuisseur solaire qu'il ait été introduit dans cet environnement, donc comment il a été utilisé. Et on a vu que sur l'ensemble des repas, n'est-ce pas, qui étaient préparés au sein de ces foyers, une fois que les cuisseurs solaires étaient introduits, donc 29% de ces repas avaient été préparés avec le cuisseur solaire. Donc, ce qui démontre quand même un niveau d'adoption assez intéressant qui avoisine les 30%. Next. Voilà. Donc, à côté du niveau d'adoption, on a également souhaité analyser, n'est-ce pas, le niveau de satisfaction pour essayer encore de mieux comprendre. Puisque je me répète ici, il s'agissait d'un projet pilote. Donc, on a évalué le niveau de satisfaction en fonction des différents types de cuisseurs qui avaient été introduits au sein de ces communautés. Donc, cette analyse, elle a été faite sur les cuisseurs à panneaux réfléchissants, sur les faux boîtes et sur les paraboliques. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a une satisfaction positive qui va jusqu'à 62,3%. D'accord? Donc, on voit dans les couleurs en bleu pâle, n'est-ce pas, les niveaux de satisfaction et le niveau de neutralité. Surtout pour les faux boîtes et les faux paraboliques, on voit que le niveau de satisfaction va jusqu'à 84% et pour les paraboliques jusqu'à 78%. Donc, ce qui montre quand même que les gens sont intéressés à utiliser cette technologie, même quand cette technologie, elle est nouvelle au sein de ces communautés. Next. D'accord. Donc, également, parmi les études que nous avons faites sur ce projet pilote, on a essayé de comprendre comment les cuisseurs solaires, ils impactaient le temps de cuisson au niveau de ces ménages. Parce que quand même, c'est une technologie nouvelle, c'est une façon différente de cuire, n'est-ce pas? Donc, on a souhaité comprendre comment cette nouvelle technologie impactait le taux de cuisson. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que l'introduction du cuisseur solaire a permis de réduire le temps moyen quotidien consacré à la cuisson de 15%. Mais dans la slide suivante, on va voir un peu plus de détails. Next. Voilà, donc ce que nous avons fait, nous avons, par rapport au temps de cuisson, nous avons cassé le temps de cuisson en moins de 2 heures. On a eu un autre segment qui allait entre 2 à 4 heures et un autre segment qui allait au-dessus de 4 heures. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que au-dessus de 4 heures, il y avait un gain énorme de temps. Et là, on peut voir, n'est-ce pas, pour les moins de 2 heures, d'accord? Donc, c'est passé de 15 à 30%, tandis que pour ceux qui cuisinaient qui avait indiqué cuisiner plus de 4 heures de temps avant l'introduction du cuisseur solaire. Donc, ceci est passé à moins de 1%. Pourquoi? En fait, c'est pas le fait que le cuisseur solaire qu'il cuise les aliments plus rapidement, mais c'est le fait que pour les fours boîtes principalement, une fois que la nourriture est mise à l'intérieur du four boîte, donc en fait, on n'a plus à s'en soucier. Donc, on peut se déplacer et faire autre chose et vaquer à autre occupation. Donc, ce qui a permis, n'est-ce pas, de gagner en temps et sur l'ensemble de la population qui a été enquêtée. Donc, on a eu un gain de temps de plus de 15% et ceci principalement pour ceux qui avaient indiqué cuisiner plus de 4 heures de temps par jour. Next. Next. D'accord. Donc là encore, on voit des séances de sensibilisation qui avaient été conduites au niveau de ces communautés. Donc, juste pour s'assurer que les ménages qui avaient reçu ces cuisseurs solaires, n'est-ce pas, qu'ils continuent à l'utiliser de manière effective et efficace. Next. Voilà. Donc, on a parlé du gain de temps, mais aussi ce qu'on a voulu comprendre, c'est combien de fois, n'est-ce pas, que ces cuisseurs solaires, ils avaient été utilisés au sein de ces ménages, une fois que l'introduction de ces ménages avait été faite. Donc, on a considéré un échantillon de 119 ménages et ce qu'on a pu constater, c'est que
la majeure partie des participants qui avaient bénéficié de ces cuisseurs solaires, n'est-ce pas, ils utilisaient ces cuisseurs solaires au moins 2 fois par semaine. Malheureusement, on a également eu quelques participants qui ont reçu les cuisseurs solaires, mais qui ne l'ont pas utilisé. Mais cette donnée, elle est restée très importante pour nous au niveau de SCI parce que ça nous a permis de pousser les analyses un peu plus loin. Et on a vu, parallèlement à ceux qui l'ont pas utilisé, n'est-ce pas, qu'il y a également certains participants qui ont souhaité l'utiliser 7 fois par jour, donc qui ont vraiment essayé de pousser l'utilisation de cette technologie. Donc, au niveau de la slide suivante, on va essayer de voir plus de détails. Next. Voilà. Donc là, puisqu'on s'est dit, voilà, il y a certains utilisateurs qui l'ont utilisé de manière élevée, de manière modérée ou qui ne l'ont pas utilisé du tout. Donc, on a souhaité comprendre comment cette utilisation impactait, par exemple, la consommation de bois ou de charbon de bois au niveau de ces ménages. Donc, ce qu'on a constaté pour l'utilisation de bois, au départ, dans notre baseline, les familles utilisaient en moyenne 32 kg, n'est-ce pas, en moyenne. Mais maintenant, après l'introduction des cuisseurs solaires, ce qu'on a constaté, c'est que pour les ménages qui en faisaient un usage élevé, n'est-ce pas? Donc, cette moyenne de consommation, elle est passée à 21,16 kg. Donc, il y a eu une nette diminution. Et pour ceux également qui l'ont utilisé de manière modérée, il y a eu également une réduction, n'est-ce pas, du charbon de bois qui a été utilisé sur cette période. Ce qu'on a constaté également, c'est que pour ceux qui ne l'ont pas utilisé du tout, d'accord, sur l'échantillon que nous avons analysé, il y a eu une augmentation par rapport au baseline. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi il y a eu une augmentation par rapport au baseline, parce que l'introduction du cuisseur solaire en lui-même ne peut pas expliquer l'augmentation de cette consommation de bois ou de charbon de bois. Donc, dans les analyses que nous avons poussées, on a pu comprendre qu'il y a eu un facteur saisonnier, n'est-ce pas, qui s'est mêlé à ces enquêtes en fonction du temps où ces enquêtes ont eu lieu. Et ce qui nous a également laissé supposer que pour ceux qui ont eu un usage élevé ou un usage modéré, en fait, leur consommation de biomasse aurait encore dû être plus haute. Mais on estime que c'est l'introduction des cuisseurs solaires, n'est-ce pas, qui a permis de réduire cette consommation. Next. Voilà. Donc, l'utilisation des cuisseurs solaires après distribution et surtout avec le suivi nous a permis d'avoir plusieurs conclusions. D'accord? Donc, l'adoption durable des cuisseurs solaires dépend fortement de l'intensité et de la qualité de l'accompagnement post-distribution. Donc, en fait, il ne s'agit pas seulement de passer le cuisseur solaire au ménage, mais en fait, il faut vraiment continuer avec cette sensibilisation, cette motivation pour que les gens l'utilisent et pour que le niveau d'utilisation, il passe de moyen à modéré, à même élevé, pour que les ménages puissent vraiment en sentir les bénéfices. Un suivi régulier et un appui pratique aux ménages sont essentiels pour renforcer la maîtrise et l'intégration de la technologie dans les routines quotidiennes. Des démonstrations avancées jouent un rôle clé dans le renforcement des compétences et l'amélioration des pratiques d'utilisation. Les freins à l'utilisation quotidien sont multiples. Là, on peut citer le climat, les habitudes culinaires, les contraintes d'installation et ces freins à l'usage quotidien, n'est-ce pas, nécessitent une analyse contextuelle fine et c'est pour ça que dans notre projet pilote, on a pris le temps, n'est-ce pas, de faire des analyses vraiment approfondies pour essayer de comprendre exactement tous les aspects liés à l'utilisation des cuisseurs solaires. Des solutions adaptées et ciblées doivent être développées pour lever ces barrières et soutenir une utilisation optimale. Donc, en résumé, l'efficacité du programme repose moins sur la distribution que sur l'accompagnement continu des utilisateurs, ce qui est nécessaire pour continuer à promouvoir l'utilisation de ces cuisseurs solaires au sein de ces communautés. Next. Voilà. Et dans les analyses également que nous avons fait, n'est-ce pas, on a souhaité comprendre l'impact de l'utilisation des cuisseurs solaires sur l'économie des ménages. Donc, ce qu'on a fait, on a pu comparer les données du baseline avec les données que nous avons captées après distribution. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a eu une réduction substantielle, n'est-ce pas, des montants qui étaient alloués
à l'achat de la biomasse une fois que les cuisseurs solaires ont été introduits dans ces ménages. Donc, on a vu que la dépense moyenne, elle est passée de 4,75 $ à 2,51 $. Donc, ce qui fait quand même une réduction de 47% par rapport à l'économie des ménages. Et cette même économie, elle peut être aussi traduite sur l'impact environnemental, parce que ça veut dire que si les ménages investissent moins d'argent dans l'achat de la biomasse, ça veut dire qu'il y a moins de pression sur les ressources naturelles. D'accord? On continue. Next. Voilà. Et en tout dernier lieu, on s'est également attardé sur l'impact sur la santé. Donc, comme mon collègue Allen l'avait mentionné tantôt, effectivement, cuisiner dans un espace où on a toute cette émission de fumée, n'est-ce pas, ça peut être vraiment néfaste pour la santé. Donc, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est que est-ce que, on a posé la question à nos participants, est-ce que vous avez eu des symptômes oculaires ou respiratoires, n'est-ce pas? Et on a posé cette question au moment du baseline. Donc, c'est pour essayer de comprendre à quelle fréquence nos bénéficiaires, n'est-ce pas, ils signalaient ces symptômes avant l'introduction des cuisseurs solaires. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est que avant distribution, 39% de cette population que nous avons enquêtée, ils avaient signalé des problèmes, tandis que 19% après distribution et utilisation des cuisseurs solaires ont signalé ce genre de symptômes. D'accord? Donc, ce qui nous a laissé présupposer qu'il y avait une baisse de 26% de ces symptômes. Effectivement, ces symptômes, ils ne peuvent pas être attribués directement à l'utilisation des cuisseurs solaires au sein des ménages, mais ceci nous laisse présupposer que quand même l'utilisation des cuisseurs solaires au sein de ces ménages joue un rôle important, n'est-ce pas, au niveau de ces symptômes qui ont été observés au sein de ces ménages. Next. Et également, on a posé la même question par rapport aux visites médicales. Donc, en fait, il y a des symptômes qui peut-être ne nécessitent pas les visites médicales, mais on a essayé de pousser l'enquête et de voir s'il y a des visites médicales qui avaient été conduites liées justement à ces symptômes. Et ce que nous avons constaté, c'est encore ici que pour cette visite médicale, on a eu 17 répondants qui avaient partagé avec nous qu'ils ont dû avoir des visites médicales tant les symptômes étaient importants. Et après l'introduction des cuisseurs solaires avec l'enquête euh, d'adoption et d'impact, nous avons eu seulement 8 répondants à nous indiquer, n'est-ce pas, qu'ils avaient dû conduire des visites médicales liées à des symptômes pour des issues respiratoires ou oculaires. Donc là encore, on ne va pas dire que l'impact est directement relié à l'utilisation des cuisseurs solaires, mais ceci nous laisse présupposer que l'utilisation des cuisseurs solaires quand même joue un rôle important dans la diminution de ces symptômes observés et dans ces visites médicales pour les conditions que nous avons indiquées. Next. Voilà. Donc, en fait, l'utilisation des cuisseurs solaires et l'impact sur la santé, la distribution des cuisseurs solaires est associée à une réduction des problèmes respiratoires et oculaires et à une réduction des visites médicales pour les signes et symptômes de maladies oculaires ou respiratoires. Bien que d'autres facteurs puissent également jouer un rôle, ces résultats suggèrent de manière positive que l'utilisation du cuisseur solaire a un impact important sur la santé domestique et le bien-être des ménages. Next. Voilà. Donc là, Alan, je vais te repasser le micro, n'est-ce pas, afin que nous puissions introduire ces quelques témoignages que nous avons pu obtenir à partir de ce projet pilote que nous avons conduit sur la République centrafricaine. Merci à tous pour votre écoute et votre attention. Merci Stéphane, merci beaucoup. Je vais lancer la vidéo maintenant. Si le volume est trop bas, vous pouvez l'augmenter vous-même. Merci. Je m'appelle Egechimba Willy Bonanadesh. Mbi kizosombi wala cuisiner so anjena bi parce que na pe koti utiliser ngoni tegechimba son appel ichimba son appel a palpitation ça so quoi arrêter ni lambi bakenjo ni chite iwaisana kwa iunda na la chitene ala multiplier ni et pas la gana ni chite so kwa wana sa kwa rapport na problème du wangwa kiki wana charbon.
iritimi bieke pakara goyom modeste duke sombi wara duke ti tongona ko be sombi wara ake kota ni so irini parabolite jori sombi ba duke si laso amuna yi par rapport à l'environnement dengo keketi i akir na poko et na teneti guru akir kete na poko donc mais lui penser njoni eso i bala bon tene la kwa ekeda tene so iti tene na ita so gana pialoso ko jone akatenti singila useni akateneti yapungoni wala encouragement otani akana begeti gouvernement si bando njoni na ndota marata pialoso si dereti kusala tongaso amae tentia morengeti tenti kikiriki singila. Merci. Irismi avec Madame Madame c'est Bernadette Bekena Kodoti Bafeli. Bi remercier mingi na Johnny Gangochala bienvenue na Yati Kodroni kwe. Iki remercie mingi na la tetin joyeuse aussi à la Ghana na bageti full soleil. Donc bi remercier ministre de l'environnement, bi remercier partenaire CTCN et puis bi remercier SCI Université de Bangui. Donc écoute merci chimba keso na bageti ONG national na équipe ti genre. Iki kuta singi la mingi a population kwe ayeke kinangia tiki kota singi na la mingi. Nza pasa Ghana la kirna la kodro akoko kwe. Merci. Merci. Bon, merci tout le monde. Ça, c'était notre présentation sur les cuissons solaires et aussi sur le séchage solaire. Et j'espère que ça vous plaît. Et pour le futur, si ça vous intéresse de faire des projets avec la cuisine solaire, les séchages solaires, vous pouvez nous appeler. Nous serons ravis d'être un partenaire technique et de mise en œuvre. Nous avons, comme vous avez entendu pendant cet événement, nous avons beaucoup d'expérience dans ce sujet et nous serons ravis de connecter avec vous. Dernièrement, je voulais encore vous inviter de visiter notre website et d'utiliser les outils, les informations et surtout de nous écrire si vous êtes intéressé d'avoir essayé comme consultant. Bon, à ce moment, je veux passer le micro à Monsieur Yves Nassouri pour la prochaine séquence. Merci beaucoup. Merci beaucoup au docteur Alan Bigello, merci docteur Stéphane Villatte, merci à Solar Cooker International pour ces présentations éclairantes. Nous venons de découvrir le potentiel technique de ces solutions. Passons maintenant à une solution tout aussi essentielle, à une question tout aussi essentielle. Comment ces technologies peuvent-elles générer des emplois et transformer des vies? Pour cette séquence, je passe la parole à Monsieur Passassi Matade-Nangit, spécialiste du programme à l'OIF, qui modérera cette deuxième séquence. Merci. Merci, Monsieur Nassouri. Bonjour à toutes et à tous les participants de ce webinaire. Nous allons rapidement passer à la séquence suivante. Comme l'a dit mon collègue Monsieur Nassouri, cette séquence, c'est la séquence 2 qui concerne la création des emplois durables pour les femmes et les jeunes grâce aux solutions solaires de cuisson et de séchage. Nous aurons 3 interventions, celle du Dr Rachel Idayapo, qui est la directrice des politiques et stratégies de développement durable en Côte d'Ivoire, l'intervention de M. Sidi Diabang, chef bureau Enda Énergie du Sénégal, et Mme Lena Watt, spécialiste de programme insertion professionnelle des jeunes à l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà, donc, sans plus tarder,
je vais demander à Madame Rachel Idayapo de prendre la parole pour nous faire sa présentation. Merci, Monsieur Passassim. Mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais en tout premier lieu adresser mes sincères remerciements aux organisateurs pour cette opportunité d'échanger autour d'un sujet aussi stratégique, les solutions solaires et de séchage et leur potentiel en matière de création d'emplois pour les femmes et les jeunes. Comme le modérateur l'a dit, je suis Dr Rachel Yapo, directrice des politiques et stratégies du développement durable au ministère en charge de l'environnement de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, la question énergétique est aujourd'hui au cœur de notre trajectoire de développement. Elle conditionne à la fois la croissance économique, la préservation de nos ressources naturelles et le bien-être de nos populations. Or, dans la plupart des pays en développement, comme la Côte d'Ivoire, près de 80% des besoins énergétiques domestiques reposent encore sur le bois énergie. Ces chiffres à lui seul résument l'ampleur du défi. Il traduit une pression continue sur nos forêts, une contribution significative aux émissions de gaz à effet de serre, mais aussi une réalité quotidienne pour des millions de femmes exposées à des conditions de cuisson pénibles et à une pollution domestique nocive. Car ce sont les femmes qui, pour la plupart, sont amenées aux tâches de ménagères et de cuisine. Face à cette situation, une question s'impose à nous. Comment concilier accès à l'énergie, protection de l'environnement et création d'emplois? C'est précisément là que les solutions solaires de cuisson et de séchage prennent tout leur sens. Ces solutions ne sont pas seulement technologiques, elles sont économiques, sociales et environnementales. En effet, sur le plan environnemental, elles permettent de réduire la dépendance au bois énergie et contribuent ainsi à la préservation de nos ressources forestières. Elles s'inscrivent pleinement dans les engagements climatiques des pays, notamment dans le cadre des contributions déterminées au niveau national. Et pour peut-être l'information, l'objectif visé par la Côte d'Ivoire dans le cadre de ces CDN est de 33,07 de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais au-delà de l'environnement, c'est le potentiel économique qui mérite toute notre attention ce jour. Car derrière chaque technologie solaire, il y a une chaîne de valeur à construire. Il y a fabrication, assemblage, distribution, maintenance, autant de maillons qui représentent des opportunités concrètes d'emploi, notamment pour nos jeunes. À cela s'ajoute le séchage solaire, qui ouvre des perspectives importantes dans la transformation agroalimentaire. Sécher des fruits, des légumes, du poisson, du piment, ce n'est pas un simple geste technique, c'est créer de la valeur, réduire les pertes post-récolte, accéder à de nouveaux marchés. Et ce sont très souvent les femmes qui se trouvent au cœur de ces activités. Chers participants, lorsque nous parlons de solutions solaires, nous parlons donc aussi d'autonomisation économique des femmes et d'insertion professionnelle des jeunes. Nous parlons d'emplois, des emplois directs dans la fabrication et la maintenance, des emplois indirects dans la distribution et les services, et des emplois induits dans la transformation et l'entrepreneuriat local. C'est une véritable économie verte, une économie circulaire, qui peut émerger à l'échelle de nos territoires.
C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'initiative de vulgarisation et de promotion des technologies de cuisson propre en Côte d'Ivoire. Et cette initiative bénéficie du soutien financier de l'Organisation internationale de la francophonie. Au niveau de la Côte d'Ivoire, elle est portée par le ministère en charge de l'environnement et le ministère en charge de la culture. À travers cette initiative, nous poursuivons un objectif clair: accélérer l'adoption de solutions de cuisson propres tout en créant des opportunités économiques locales. Concrètement, cela se traduit par la diffusion d'équipements de cuisson propre, l'appui aux producteurs locaux, le renforcement des capacités des différents acteurs et surtout la sensibilisation de la communauté aux technologies de cuisson propre. Mais au-delà des actions, c'est une vision que nous portons, celle d'une transition écologique inclusive qui ne laisse personne de côté. Chers participants, pour transformer ce potentiel en réalité, nous devons agir sur plusieurs leviers. D'abord, renforcer notre cadre politique et institutionnel. Ensuite, faciliter l'accès au financement, aussi bien pour les producteurs que pour les utilisateurs, et également investir dans la formation. Nous avons besoin de former, de créer des systèmes, des formations, des modules pour intéresser nos jeunes. Et enfin, adopter une approche territoriale, adaptée aux réalités locales et fondée sur l'implication des communautés. Permettez-moi de conclure sur cette conviction forte. Les solutions de solaire de cuisson, de manière particulière, et les solutions propres ne sont pas simplement des alternatives énergétiques. Elles constituent des leviers puissants de transformation économique, sociale et environnementale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Passassim. Oui. Merci, docteur Yapo. On peut retenir rapidement que le docteur Rachel Ida Yapo a fait l'état des lieux de la technologie ou l'état des lieux des cuissons en Côte d'Ivoire. On s'est rendu compte que c'est possible, c'est pénible pour les femmes, pardon. Donc, la solution était de concilier les technologies qui étaient au niveau économique, social et environnemental. Donc, les solutions solaires devaient permettre d'autonomiser les femmes et de trouver des emplois aux jeunes. Donc, il a fallu avoir un programme de vulgarisation soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie qui reposait sur 4 piliers renforcés: avoir un accès au financement, à la formation et adopter une approche inclusive. Voilà rapidement repris l'intervention de Madame Yapo. J'espère être un peu fidèle à ce qu'elle a dit. Nous allons demander maintenant, vu le temps qui nous est imparti, demander à M. Sidi Diabang, chef du bureau ENDA Énergie, de prendre la parole pour son intervention. Monsieur Oui, Diabang. vous m'entendez? Oui, oui. Oui, merci, monsieur Passim. Voilà, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce webinaire, à l'occurrence, voilà, l'OIF, Solar SAI, donc qui ont bien voulu organiser ce webinaire pour partager en tout cas des expériences sur la question de la cuisson propre et aussi saluer ici les participants. Alors, comme vous l'avez dit, moi, je suis chargé de projet et responsable du bureau de ENDA Énergie au Sénégal, mais sinon basé à Ziguinchor, au sud du Sénégal. Je suis géographe de formation et spécialisé sur les questions de gestion de forêt.
Alors, je vais vous partager un projet que Endai a eu à mettre en œuvre au niveau du Sénégal. Donc, c'était un projet financé par le Fonds vert le climat et la GIZ au niveau de deux pays, c'est donc Sénégal et Kenya. Alors, c'était un programme de promotion d'une cuisson respectueuse du climat. Et permettez-moi d'abord de... Je pense que vous avez mon chapeau. Ah. Alors, Enda Energy, pour peut-être ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est une ONG qui est membre du réseau Enda Tiers-Monde, dont la vision, c'est des sociétés dans lesquelles les populations sont autonomes et résilientes aux services énergétiques et ont accès aux services énergétiques durables et ont contrôle sur les ressources naturelles. Donc, nous, notre mission, c'est de vraiment d'accompagner les populations dans le processus de transformation orienté dans le développement durable à travers beaucoup d'axes. L'axe d'accès aux services énergétiques durables, de renforcer la résilience des communautés, des populations et des écosystèmes, et aussi promouvoir une gouvernance inclusive et une gouvernance citoyenne dans le cadre des ressources naturelles. Alors, aujourd'hui, on est dans un contexte de vraiment d'utilisation à grande échelle de la biomasse. Et la plupart des ménages utilisent du charbon de bois ou bien du bois de chauffe, donc principalement. Donc là, on a une forte dépendance de la biomasse dans la cuisson au niveau des ménages. Alors, par conséquent, on a une forte dégradation des ressources forestières et aussi une pollution de l'air qui aujourd'hui impacte la santé des femmes et la santé des enfants qui sont beaucoup plus exposés aux cuissons, aux fumées au niveau des cuisines. Et l'autre contexte par lequel le projet a été mis en œuvre, c'est un contexte de faible transition vers des cuissons propres. Et aujourd'hui, dans le cadre de la contribution développée au niveau national, déterminée au niveau national, l'objectif, c'est de diffuser 800 000 foyers améliorés par année. Donc, le projet venait pour accompagner ce processus. Et aussi, la question épineuse de la création d'emplois. Donc, c'est sur ce contexte que le projet a été, disons, mis en œuvre au niveau du Sénégal pour une période de 4 ans. Alors, ce qu'il faut retenir, le Sénégal est dans une phase de transition vers vraiment la question propre. Et Enda Energy avait mis en œuvre ce projet accompagné d'autres entités exécutives comme Enda, Ecopop et d'autres, l'ONG Concept. Et nous, on s'occupait de trois volets. Donc, le volet d'expansion de la chaîne de distribution. Donc, on s'occupait beaucoup plus de la distribution que de la production. Donc, la production, c'était sous la responsabilité de la GIZ qui formait les jeunes dans la production des foyers améliorés que nous prenons. Je vais y revenir pour exposer des modèles. Mais sinon, nous, notre rôle, c'était de restructurer cette filière en intégrant de nouveaux acteurs comme des jeunes entrepreneurs et des groupements de femmes dans la commercialisation des foyers améliorés et aussi assurer une sensibilisation à l'échelle communautaire pour faire connaître ces foyers améliorés, mais aussi assurer le suivi et la vérification des données parce qu'il était question de diffuser un certain nombre de foyers améliorés qui a été réparti, disons, pour chaque entité d'exécution. Alors, l'objectif, c'était de soutenir la croissance, comme je l'ai dit, de la vente des foyers améliorés. Donc, l'approche, vraiment, c'était une approche marché où on prônait vraiment l'achat au niveau des ménages des foyers améliorés parce qu'on a pensé que l'approche projet
ne s'inscrivait pas dans la durabilité. Donner un ménage, donner un utilisateur un foyer amélioré gratuitement ne garantissait pas, n'est-ce pas, l'utilisation durable. Alors que si vous achetez le foyer amélioré de vos propres ressources, ça permettra de donner une valeur de l'équipement et de pouvoir vraiment l'entretenir. Donc, l'objectif, comme je l'ai dit, c'était vraiment de renforcer ce réseau de distribution en intégrant des éléments. Alors, les éléments, c'est last mile entrepreneur, c'est des jeunes entrepreneurs du dernier kilomètre que nous mettions dans cette filière-là et que nous formions à travers la vente, le marketing, pour vraiment créer des micro-entreprises dans cette filière foyer amélioré. Donc, nous, on s'occupait déjà de les identifier, de les accompagner et de les mettre en relation avec des responsables des IMF, des inscriptions, des microfinances, on va dire, et aussi des collectivités locales à l'échelle des communes, à l'échelle des villages, pour que ces jeunes puissent être accompagnés à tous les niveaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de vulgariser, de faire une grosse communication de masse à travers plusieurs activités sur lesquelles je vais revenir. On s'assurait vraiment de la connaissance du foyer amélioré à travers des démonstrations culinaires qui permettaient, voilà, de démontrer de l'efficacité des foyers améliorés comparé aux équipements traditionnels, donc les trois pierres et les fourneaux métalliques qui étaient utilisés jusque-là dans la cuisson au niveau des ménages. Donc, on organisait des caravanes vente. On accompagnait ces jeunes entrepreneurs, on accompagnait le groupement de femmes qui s'étaient engagées dans la vente de foyers améliorés et on essayait quand même de les aider à vendre les foyers améliorés. Donc, l'idée vraiment, l'approche, c'était, comme je l'ai dit, une approche marché, restructurer la filière, renforcer, parce qu'auparavant, avant, c'était juste les producteurs et les consommateurs, les ménages. Donc, le projet a voulu vraiment intégrer de nouveaux acteurs, permettre les zones rurales de pouvoir disposer de ces foyers améliorés parce que il y a 10 ans, le ménage devait quitter, aller jusque dans les grandes villes pour s'acquérir de ces foyers améliorés. Donc, nous, on a voulu rendre accessibles ces foyers améliorés et promouvoir des slogans comme ménage un foyer amélioré et de pouvoir l'acquérir à l'échelle du village ou bien à l'échelle du quartier, qui permettait quand même de réduire les frais d'acquisition, les frais d'achat. Et aussi, on identifiait des leaders d'opinion, donc qui servaient de relais dans cette sensibilisation, les imams, les autorités coutumières religieuses, les maires, n'est-ce pas, les responsables communautaires, les Badianogos, c'est des tentes, voilà, qu'on identifiait, que l'État du Sénégal a identifié et qui participent aux sensibilisations sur les questions de santé. Donc, nous, on les identifiait et elles accompagnaient vraiment ce processus de sensibilisation, ce processus d'acquisition vers une question respectueuse du climat. Donc, je l'ai dit, il y a eu des caravanes de causeries qui ont été organisées. Et aussi, dans la mise en œuvre du projet, on avait identifié des jeunes entrepreneurs champions à qui on avait doté des abris provisoires qui permettraient, parce que ils avaient manifesté la volonté d'avoir un magasin de stockage, réduire vraiment les frais de transport et aussi permettre d'avoir des stocks pour vraiment approvisionner les ménages au niveau rural. Alors, voici les fourneaux, les foyers améliorés qu'on prône. Donc, c'est des foyers qui ont été testés au niveau du Centre des énergies renouvelables qui se trouve au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, c'est des foyers qui ont été testés et comparés aux équipements traditionnels, vraiment réduisez la consommation de bois, réduisez la consommation en combustible, bois, énergie ou en fait bois
de chauffe au charbon de bois parce qu'il y en a qui utilisent exclusivement que du bois. D'autres, comme le fourneau Jambar, qui est en haut à gauche, il y en a qui utilisent du bois. Il y en a qui utilisent les deux, comme les deux foyers qui sont en bas, le sacanal mono et le sacanal multi, qui utilisent soit du charbon de bois ou bien du charbon. Voilà, ou du bois de chauffe. Donc, ça dépendait de l'utilisation des ménages par rapport à un combustible avec lequel ils cuisinaient. Donc, c'est vraiment ces fourneaux qu'on avait fait la promotion et qui permettaient quand même de quitter d'une forte consommation en bois énergie vers une réduction de 50% de la consommation en énergie. Donc, durant ce processus, peut-être je l'ai pas dit, ENDA, c'était un projet national, mais ENDA avait pour responsabilité d'intervenir sur 5 régions. Donc, sur ces 5 régions, on a diffusé 160 357 foyers améliorés à l'échelle des ménages et des groupements de femmes. On a vraiment positionné, comme je l'ai dit, renforcer la filière. On a positionné 1121 groupements qui sont vraiment engagés dans la vente de foyers améliorés et sensibilisé 3754 groupements sensibilisés à l'utilisation du foyer amélioré. Les jeunes entraîneurs, on a identifié, sélectionné, accompagné et aujourd'hui qui sont actifs dans la filière, 119 éléments, jeunes entrepreneurs qu'on a identifiés qui aujourd'hui vraiment sont en train de faire d'excellent travail dans la vente et la diffusion de foyers améliorés. Les leaders d'opinion, 2483. Toutes les collectivités ont été rencontrées, sensibilisées à devoir accompagner vraiment ces acteurs dans cette filière-là. Donc, il y a eu des ateliers de formation. Comme je l'ai dit, un accompagnement a été fait pour vraiment rendre autonomes ces jeunes et ces groupements de femmes. On avait aussi sensibilisé des jeunes artistes rappeurs qui avaient produit un album de 6 titres, vraiment qui avait permis de sensibiliser les communautés à l'utilisation de ces foyers à plusieurs langues, parce qu'il y avait, sur les 6, il y avait vraiment voilà, les Peuls, la langue Peul, Diola, Wolof, vraiment qui permettait à chacun, quelle que soit sa langue, de pouvoir comprendre ce qu'il a dit. Alors, la filière foyer amélioré, c'est vraiment une niche d'emploi. Donc, comme il faut le comprendre, la chaîne de valeur de la production à l'utilisation juste vers la maintenance, c'est vraiment une chaîne qui permettrait vraiment au niveau de la production, parce que, il y a eu des associations de femmes, de jeunes qui ont été formés, voilà, des agents d'artisans qui s'occupaient de la production. Et vraiment, il y a eu une forte demande après compréhension de ces intégrer vraiment la production parce que voilà, ils faisaient autre chose, par exemple la menuiserie métallique, mais là, ils se sont maintenant spécialisés sur cette question. Donc, il y a aussi des jeunes qui se sont regroupés en petites micro-entreprises qui aujourd'hui sont en train d'être accompagnés au niveau des chambres de métiers, au niveau des chambres de commerce. Donc, c'est vraiment une opportunité d'emploi qui a permis aujourd'hui, à la fin du projet, voilà, chaque fois, on reçoit des demandes d'intégration ou sinon, on était informé vraiment qu'il y a des jeunes qui ont pris des initiatives pour créer leur propre entreprise et se lancer dans la commercialisation des foyers améliorés. Donc, en termes d'impact social, par exemple, nous, on vient de boucler un autre projet sur les foyers améliorés, financé par les femmes et dont l'objectif c'était d'alléger les travaux des femmes, sinon les travaux de soins non rémunérés. Et aujourd'hui, on avait fait une étude d'évaluation de l'impact du temps consacré à la collecte du bois, ce qui a fait qu'on on avait comme résultat au moins 5 heures de temps voilà, pour passer
chercher du bois et revenir. Et après l'intervention du projet, vraiment, ça a permis de réduire à moitié du temps que les femmes vont pour voilà, aller chercher du bois et autres. Il y a aussi la question de l'amélioration de la santé des familiales parce qu'elles n'étaient pas assez exposées maintenant avec l'utilisation du bois à termes d'émissions de fumée et autres. Donc, on a aussi senti une contribution, n'est-ce pas, une faible utilisation du combustible vers, au niveau des forêts. Donc, je vais juste défiler. C'est une galerie d'activités qu'on a fait dans le cadre de ce projet. Les rencontres institutionnelles avec les mairies qu'on avait fait et aussi des démonstrations culinaires qui démontraient vraiment l'avantage des foyers améliorés et des animations ventes parce que les jeunes aussi, nous les accompagnons quand ils ont des stocks à pouvoir les écouler au niveau des marchés hebdomadaires. Les caravanes aussi, c'était les mêmes cas. Des jeunes entreprises, des jeunes artistes aussi qu'on identifiait et qui aussi assuraient à travers des sketchs vraiment de l'utilisation de l'importance des foyers améliorés. Ça, c'est des activités de causerie avec les Badianogo, les tentes au niveau communautaire, les chefs de village, les délégués de quartier et en tout cas les leaders d'opinion. Des émissions radio aussi qui ont été organisées pour permettre aux autres de pouvoir être sensibilisés. Les forums aussi ont été organisés. On a eu à inviter les gouverneurs, les préfets. Voilà. Il y a eu aussi des ateliers de pratique qui permettent pour les acteurs de la filière de vraiment d'échanger en termes d'expérience et de pouvoir se connecter. Pour ceux qui sont dans la vente, de pouvoir échanger les stratégies de vente les meilleures pour permettre à chacun de diffuser ses foyers améliorés. Alors, quelques obstacles, ce n'est pas exhaustif. Aujourd'hui, malgré cette forte demande, il y a une faible voilà, production de foyers améliorés. Donc, parce que les artisans n'ont pas encore cette maîtrise de la technologie. Donc, il y en a qui, aujourd'hui, jusque-là, dans les régions comme Ziguinchor, qui peinent vraiment à se lancer, qui peinent à satisfaire la demande. Donc, elle est très forte parce que les gens connaissent maintenant les foyers améliorés. Donc, il y a aussi une faible implication des jeunes dans la filière. Donc, je parlais tantôt de 118 foyers jeunes qui sont intégrés, mais vraiment par manque de formation, par manque de connaissances ou bien par négligence, on va dire. Il n'y a pas une forte implication des jeunes. Il y a aussi la question de l'accès au foyer, au financement, voilà, qui est aussi un obstacle à l'intégration des jeunes. Alors, quelques solutions, c'est d'installer des unités semi-industrielles dans les régions, voilà, pour booster cette filière en termes de production, en termes d'offres. Et aussi former, vraiment sensibiliser les jeunes à intégrer cette opportunité de vente dans le cadre de la filière foyer amélioré. Et aussi pour les groupements de femmes, de vraiment développer des mécanismes de financement qui sont endogènes, qui n'attendent pas vraiment les institutions de microfinance. Et aujourd'hui, ça permettra à leur niveau, avec des tontines, de pouvoir acquérir le foyer amélioré à l'échelle du ménage. Donc, c'était ce que je voulais présenter. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps, monsieur Passim. Donc, merci de votre attention. Merci à M. Sidi Yaban, chef bureau de ENDA Énergie, donc, qui nous a fait sa présentation sur la promotion d'une cuisson respectueuse du climat au Sénégal et au Kenya. Il nous a d'abord parlé de la structure ENDA Énergie et ensuite il a parlé des actes d'intervention. Et on peut retenir que pour tous ces axes, la lutte contre la dégradation de l'environnement et la création d'emplois pour les jeunes et les femmes était l'objectif principal de ces axes. Il nous a parlé des activités approches de mise en œuvre. Il nous a présenté les gammes de foyers améliorés promues par le projet, des résultats de l'action. On peut retenir 160 000 foyers améliorés vendus. Il a présenté l'impact social
dont on peut retenir l'autonomisation des femmes et l'amélioration de la santé familiale. Enfin, il a terminé par quelques obstacles et potentielles solutions. Voilà rapidement résumé la présentation de M. Sidi Diaban. Et nous allons humblement demander à Mme Lena Watt, qui est spécialiste de programme à l'IFEF, l'Institut de la formation et l'éducation de la francophonie, de prendre la parole. Merci beaucoup, chers collègues et puis chers participants à ce webinaire. Je vais demander à ce qu'on puisse projeter la présentation que j'ai partagée tout à l'heure, ces 3 slides. Le temps qu'ils puissent le projeter, je vais essayer d'avancer rapidement en faisant un petit résumé de ma présentation. Donc vraiment, je suis ravie de participer à ce webinaire et je voudrais aborder le sujet sous l'angle de la formation au métier et à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Donc, vous le savez tous parce que la plupart d'entre vous qui sommes avec nous, vous êtes quand même des experts dans ce domaine-là. Et on sait que les solutions solaires de cuisson et de séchage sont intéressantes sur le plan environnemental, social, mais leur impact sera vraiment durable si nous arrivons à les transformer en opportunités concrètes de compétences, d'emploi et d'entrepreneuriat. Moi, mon idée principale, elle est simple. Il ne faut pas simplement diffuser une technologie, il faut construire toute une filière autour de cette technologie. Donc, cela veut dire qu'il faut identifier des métiers, il faut former, il faut accompagner les initiatives économiques, il faut connecter les produits au marché et suivre les résultats. Donc, c'est toute une chaîne de valeur à mettre en place pour pouvoir avoir des résultats probants et justement contribuer à faciliter l'insertion sociale et économique de nos jeunes et puis des femmes également. Donc, je voudrais insister sur un point. Une technologie, elle est pertinente, même si, voilà, on vient de présenter des solutions quand même assez pertinentes et utiles au quotidien, mais elle seule ne crée pas de l'emploi durable. L'emploi se crée lorsque la technologie rencontre un besoin réel, un marché, des compétences et un accompagnement. Dans le cas de ces solutions solaires de cuisson et de séchage, on peut identifier plusieurs familles d'opportunités. Je pense que Madame Yapo en a parlé, Monsieur Diamant également. Il y a des métiers techniques, il y a des métiers commerciaux et il y a des activités productives. Et pour les femmes, cela peut renforcer des activités qui existent déjà parce qu'on a vu que dans la plupart des cas, les femmes sont regroupées en coopératives ou en groupement et donc elles sont assez autonomes dans leurs activités. Et pour des jeunes, l'idée, ce serait de pouvoir ouvrir des opportunités, on va dire, d'emploi, d'auto-emploi, mais à condition qu'il y ait vraiment une formation en amont et que cette formation soit de courte durée pour pouvoir faciliter l'insertion assez rapidement, que la formation soit pratique et surtout qu'elle soit reliée à un débouché économique derrière. Parce que quand on se forme et que derrière, il n'y a pas une économie pour absorber, finalement, on va perpétuellement continuer à former des chômeurs derrière. Donc, l'expérience de l'IFEF ou bien de la francophonie dans ce sens montre qu'il est essentiel de ne pas séparer la formation et l'insertion. Ça va de pair parce qu'on ne peut pas parler de formation et laisser de côté l'insertion. La formation et l'insertion, on va dire, se construisent ensemble. Il faut suivre ce qui se passe après une formation. Combien de personnes utilisent réellement les compétences qu'ils ont reçues? Combien créent une activité? Combien accèdent à un emploi? C'est là que nous avons, nous, en interne, développé des solutions pour justement accompagner nos États à pouvoir, on va dire, mesurer le taux d'insertion, documenter les parcours de formation et aider les décideurs à mieux adapter l'offre de formation aux besoins du marché. Donc, en finale, je dirais que pour réussir, il faut passer d'une approche projet pilote à une approche filière. Compétences, équipements, accompagnement, marché et mesure de l'emploi. Je ne sais pas si vous pouvez projeter mon diapo. Si vous ne l'avez pas, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si j'arrive à le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Solar Cookers qui peut, voilà, j'ai partagé tout à l'heure. J'ai partagé tout à l'heure un diapo. Et ça résume, ça va résumer assez rapidement ce que je viens
de vous dire, mais au moins, avec les images, ça vous permet de garder ce que je disais en tête. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne vois pas. Je ne vois plus. Madame Lena Watt, c'est Alan. Oui, oui, c'est Il bon. y a les diapos qui sont là sur l'écran maintenant. Voilà, c'est super. Merci beaucoup, Vous Alan. pouvez continuer, merci. Merci beaucoup. Donc, comme je disais là, en fait, on va dire que la technologie, c'est le point de départ. Et l'impact vient de l'écosystème qui se construit tout autour. Donc, dans le cas de figure là, on ne diffuse pas seulement des équipements, on construit toute une filière avec de la compétence, des activités et de l'insertion. Et vous voyez là, le schéma que je vous montre, c'est toute la chaîne de valeur à mettre en place justement pour vraiment partir de l'innovation à la filière de création d'emplois verts. Donc, on met en avant la technologie parce que là, c'est voilà, la cuisson solaire, toutes les compétences qu'il faut aussi pour pouvoir accompagner cette technologie, toutes les activités qu'on peut mettre en place. Ensuite, le marché qui peut absorber non seulement les personnes qui ont été formées et puis le potentiel par rapport à cette technologie-là et mesurer derrière les impacts. Et là, vous avez des exemples que certains d'entre vous ont cités, notamment les coopératives de femmes qui leur permettent de devenir de vraies actrices économiques parce qu'elles peuvent transformer, former, elles peuvent vendre, elles peuvent gérer et structurer le coopérative. Et pour des jeunes ou des artisans, ils peuvent justement mettre en évidence de nouveaux métiers dans cette filière-là. Next, please. Voilà. Concernant, on va dire, je pourrais citer des exemples concrets qu'on met en œuvre au niveau de l'OIF à travers, par exemple, je sais que certains d'entre vous viennent des pays d'Afrique centrale. Donc, dans le cadre d'un projet qui est actuellement mis en œuvre depuis 2024 sur les enjeux environnementaux dans le bassin du Congo, donc l'OIF accompagne à travers l'IFEF donc à mettre en place une offre de formation dans les métiers on va dire, de l'agriculture durable. Et l'idée, justement, derrière, c'est de former des jeunes dans une formation de courte durée avec une technologie, notamment dans une offre de formation où on intègre le numérique avec l'agriculture durable. On essaie d'accompagner dans cette offre de formation non seulement toute l'expertise locale, nationale qu'on développe pour justement accompagner à développer des modules de formation et ensuite accompagner parmi ces lauréats-là de jeunes, on va dire, apprenants qui ont été, on va dire, parmi les meilleurs et les accompagner à s'installer, on va dire, soit en coopérative ou en petite association de jeunes et démarrer une activité génératrice de revenus. Et ensuite, derrière, pouvoir mesurer leur insertion, l'impact réel et voir si justement on a de beaux taux d'insertion, on a un retour positif des entreprises qui peut-être recrutent certains de ces jeunes-là et on a pour le ministère justement de la formation professionnelle qui peut ajuster son offre de formation par rapport aux besoins du marché. Next, please. Et enfin, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, là, il y a de nouveaux concepts dans la formation professionnelle qui font surface. On parle maintenant de plus en plus de Green TVET, donc écologisation de la formation professionnelle. Et dans ce sens d'écologiser la formation professionnelle, ce n'est pas ajouter juste un chapitre environnement, c'est également construire tout un environnement, tout un écosystème pour justement faire en sorte que la formation professionnelle devienne de plus en plus durable parce qu'on intègre tous les aspects en lien avec la durabilité, toutes les compétences vertes aussi qui sont assez nouvelles dans certains métiers qu'on met en évidence. On met également ces compétences vertes-là dans les cursus de formation, dans les apprentissages et même dans la gestion des établissements de formation professionnelle. Donc, c'est tout un environnement, tout un écosystème qui est en train progressivement justement de se d'éclore, et on parle de plus en plus de Green TVET et on intègre de plus en plus tous les aspects en lien avec la durabilité parce qu'on veut également faire en sorte que l'offre de formation, elle soit de plus en plus durable et qu'elle permette aussi une insertion plus ou moins facile pour les jeunes. Parce qu'on sait que voilà, le marché derrière ne peut pas absorber tout le monde. Maintenant, il faut essayer de trouver des mécanismes où aussi bien
les jeunes peuvent comment dire, sortir en étant salariés et également donner toutes les compétences pour qu'un jeune puisse ne pas être salarié et aller se mettre à son propre compte ou bien se mettre avec d'autres personnes pour pouvoir développer une économie, enfin, on va dire une chaîne de valeur pour pouvoir, voilà, s'insérer économiquement dans sa vie. Donc voilà, on va dire de façon résumée, parce que vraiment, j'ai tellement de choses à dire, mais je voulais également qu'on puisse laisser la place aux questions et aux autres. Donc, merci beaucoup. Merci, chère Léna, chers collègues, pour cette présentation. On va retenir bien brièvement qu'il s'agit, ce qu'il faut retenir dans cette intervention, c'est que Madame Léna a parlé des solutions solaires, qu'elle pense que de cette innovation, il faut aller à la filière d'emploi vert. Cet emploi vert, avec une création d'impact, notamment formée, accompagnée et mesurée. Et elle conclut que l'effet recherché, c'est des formations plus pertinentes, des emplois verts localisés, des revenus pour les jeunes et les femmes, un pilotage par les résultats. Donc, on voit les trois intervenants, le docteur Rachel Lidayapo, chef du bureau EDA Énergie, M. Sidi Diabang et Mme Lenawat, trouvent dans les technologies solaires une opportunité pour l'emploi, une amélioration de la santé pour certains et une lutte pour le développement durable pour l'ensemble. Voilà globalement ce qu'on peut retenir de ces trois interventions que vous pourrez de toute façon avoir dans l'enregistrement qui va être diffusé, posté sur Internet. Je vais donc remettre la parole au coordonnateur de l'initiative Que sont propres de l'OIF, M. Yves Nassouri, pour la suite de ce webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, cher Passassim. Merci à tous nos intervenants pour ces témoignages inspirants. Nous avons exploré les dimensions techniques et socio-économiques de ces solutions solaires. Le moment est venu de vous donner la parole, chers participants. Vos questions, vos réflexions et vos perspectives enrichiront notre compréhension collective. Donc, vous pouvez intervenir directement dans le chat et nous relayerons directement les questions auprès des panélistes. Il y a une première intervention, c'est Monsieur Jean-Jacques Cagné-Tano, enseignant de physique et technicien en énergie solaire et durabilité. D'après lui, le soleil est gratuit, le soleil dessert bien l'Afrique. Pourquoi jusqu'aujourd'hui la technologie n'est pas adoptée par les Africains? C'est peut-être une question qui s'adresse à Monsieur Bidjello et éventuellement d'autres panélistes pourront compléter. Merci Yves et merci Jean-Jacques pour vos questions. J'ai vu que vous en avez plusieurs. J'ai répondu à l'autre dans le questions et réponses. Merci. À cette question, on a cette question assez souvent parce que c'est une technologie qui marche. Le problème, c'est que c'est peu connu. Et avec notre collaboration potentielle, nous pourrons travailler ensemble pour augmenter la connaissance de cette technologie. Comme les autres intervenants ont parlé, c'est un travail délicat. Il faut avoir plusieurs parties, plusieurs personnes, plusieurs entités dans ce travail pour vraiment avoir de bonnes formations, de bonnes sensibilisations, vulgarisation et ensuite que ces appareils sont disponibles dans les marchés. Et à ce point, nous avons quelques exemples où il y a des réussites. Nous avons un projet, par exemple, au Mali, où il y a un fabricant qui aussi vend au marché. Et il y a une équipe de femmes qui vont au marché pour montrer aux autres comment ça marche, comment ça peut
les individus. Et donc, on voit qu'avec des bonnes pratiques, que ça peut marcher, que ça peut augmenter. Ben, en même temps, oui, nous avons ce défi à ce moment que c'est peu connu toujours, mais nous voulons changer cela. D'accord. Merci Merci. à vous, Yves. Je sais que Jean-Jacques a d'autres questions. Peut-être je peux continuer, mais si vous Oui, voulez les lire oui, et vous s'il y pouvez a des autres continuer. Je je vais peux juste les lire pour que ajouter. Oui. tout le monde puisse en prendre connaissance. Donc, la deuxième question, c'est cuisson solaire et cuisson au biogaz. Qu'est-ce qui serait mieux pour l'Afrique? Si je peux répondre à cela Oui, aussi, je ne veux pas dire qu'un est mieux que l'autre. Le cuisson solaire, c'est une solution intégrée. Donc, il faut qu'il y a des autres solutions disponibles pour faire la cuisine. Et il vaut mieux qu'il y a plusieurs solutions. Donc, je ne peux pas dire quel est le mieux, mais peut-être pendant les jours ensoleillés, il vaut mieux utiliser les cuissons solaires et utiliser cet biogaz précieux pendant les temps quand il n'y a pas de soleil. Je peux suggérer cela. d'accord. Et que pensez-vous de l'utilisation des fours à induction pour la cuisine solaire photovoltaïque? Oui, ça c'est intéressant, cette nouvelle approche et ça peut marcher, mais en même temps, je dois signaler que ça va coûter plus cher. L'équipement, ce sont des électroniques. Moi, je suis physicien par entraînement. Et je connais ces détails. Et aussi, nous avons ce projet au Mali dont j'ai parlé un moment, un essai avec les cuisseurs électriques. Bon, c'est toujours très tôt dans cet essai. Bon, nous allons avoir des données bientôt. Mais encore, j'applaudis les essais des autres approches de faire la cuisine propre. Mais on doit rester compte de la coûte parce que les électroniques va coûter plus cher que un cuisseur solaire qui est fabriqué localement avec les matériaux qui sont disponibles. Merci. Ok, nous avons un hello de Boucar qui nous écrit depuis l'Algérie. Et une autre question de Monsieur Jean-Jacques. Si la solution de la cuisine solaire est une solution durable, les populations ne se feraient pas prier pour l'adopter. Where is the issue? Efficacité, coût et le transfert technologique. Et ensuite, utiliser pour les légumes seulement, très bon début, mais lié à l'efficacité. Donc, la question de l'efficacité revient dans le propos de Monsieur Jean-Jacques. Merci encore, Jean-Jacques, pour les questions. Je pense que la première question encore, c'est lié aux meilleures pratiques. Parce que nous connaissons des projets où il n'y avait pas les meilleures pratiques. Et c'est pour cela que nous avons maintenant les meilleures pratiques. Nous avons remarqué qu'il y avait des aspects qui n'étaient pas si bons. Mais une bonne pratique clé, totalement clé, c'est qu'il y avait les femmes championnes de cuisson solaire qui sont à part des projets, qui peuvent parler aux autres femmes dans leur langue pour décrire comment ça peut bénéficier la vie et aussi comment ça peut euh, euh, ça va coûter moins, ça va améliorer les économiques. Donc, pour avoir les femmes incluses dans les projets, je veux dire, c'est obligatoire. C'est très, très important. Je ne peux pas souligner cela plus. Euh, L'efficacité, oui, nous pouvons mesurer cela avec les tests, suivant les méthodes de ISO. Et nous avons même un papier là-dessus. Nous avons écrit comment on peut avoir cela. Mais il y a plusieurs types de cuisson solaire.
certaines sont plus efficaces que des autres. Peut-être les paraboles réfléchissants, c'est par exemple très efficace. Ça devient très chaud, les températures hautes, et on doit rester avec l'appareil pendant on fait la cuisine. Et les autres qui sont moins efficaces, ils ont aussi leurs bénéfices. On peut laisser la nourriture dans ces systèmes pendant du temps et ça va cuire lentement. Et avec les légumes, je peux noter pour les légumes secs, c'est une très bonne solution parce que les légumes secs, pour faire la cuire, ça prend beaucoup de temps, même avec le feu de bois. Et ça peut cuire très bien avec les cuissons solaires qui prennent le temps. Moi, je fais ça chez moi couramment. Merci. D'accord. Nous avons Aristide qui nous envoie ses félicitations. Joseph depuis la République démocratique du Congo également. Nous avons Léa de Madagascar. Nous avons une autre question de Jean-Jacques, mais qui a été répondue, notamment la question de la substitution de la biomasse par l'énergie solaire. Bon, nous avons une autre question de Jean-Jacques. La question, bon, c'est plutôt une contribution. La question n'est pas un souci pressant dans la conscience des populations africaines, insister sur le gain économique qui s'accompagne avec. Le solaire peut remplacer la biomasse pour la cuisson, le séchage, le chauffage, mais pas le fumage. Faut pas l'oublier, le bois gère tout cela. Monsieur Bidjello a d'ailleurs rappelé que la solution doit être intégrée. Elle ne doit pas être utilisée uniquement et de manière exclusive. Donc, cela répond à la question. Nous avons Komla Victor qui envoie son bonjour. Félix, merci pour cette présentation magistrale. Merci de nous partager le module. Également, les mêmes questions qui reviennent. Voilà, nous n'avons plus continué à écrire vos questions si vous en avez. En attendant, moi j'ai une question pour Madame Watt. Comment traduire en manuel de formation euh, toutes ces nouvelles technologies autour du solaire? Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer que de créer un module de formation professionnelle sur certains maillons de la chaîne économique? Voilà. Je vous laisse la parole. Je te laisse la parole, Lina. Merci beaucoup, cher Yves. Je pense que tu lisais dans mes pensées parce que j'allais te demander de faire une réunion en bilatéral demain. Parce que voilà, j'ai vu des choses quand même très intéressantes sur lesquelles je pense qu'on pourrait capitaliser et bâtir quand même des choses à faire. En tout cas, sur la formation professionnelle, comme je dis, il y a tout à faire. Et il y a de nouvelles technologies qui arrivent et sur ces technologies-là qui malheureusement, on voit que dans certains pays, voilà, il y a un boom et puis dans d'autres pays, les gens peut-être sont moins attirés parce qu'ils ne connaissent pas, parce que ça aussi, c'est des réalités qu'on vit dans nos pays. Mais le fait d'avoir quelque chose qui existe et où on a des résultats et qu'ensuite on pourrait contextualiser et pouvoir le mettre en place dans un autre pays, ça, c'est des choses que je pense que la francophonie a quand même relativement développé toute une expertise autour de ça. On a de bons méthodologues qui peuvent, on va dire, élaborer n'importe quel module ou bien référentiel de formation dans des métiers spécifiques, notamment sur ces métiers-là, parce qu'il y a des choses qui ont été faites, donc qui peuvent être capitalisées et vraiment construire tout un parcours de formation, qu'il soit de courte durée ou bien même, on va dire, avec une durée plus ou moins, peut-être un peu plus longue pour pouvoir aller sur d'autres niveaux de compétences et avoir d'autres niveaux de qualification pour des jeunes qui pourraient rentrer en formation professionnelle. Mais voilà, ça peut facilement se traduire. Partant de ce qui a été fait avec des femmes, avec les coopératives de femmes qu'on pourrait traduire en module et ensuite intégrer un programme de formation dans un aspect spécifique de la cuisson solaire et ensuite voilà, voir dans quelle mesure peut-être implanter dans un établissement de formation et vraiment créer une filière professionnelle autour de ça. Donc voilà, cher Yves, je ne sais pas si ça répond à ta question.
Oui, ça répond parfaitement à ma question et justement, nous travaillons en ce moment avec la Mauritanie, notamment le centre de formation professionnelle et d'apprentissage et de formation des femmes en Mhm, Mauritanie, CEFAF, mhm, qui a conçu bon, pas des modules scientifiques, mais qui anime des formations mhm, pour les artisanes et les artisans, mhm, les jeunes artisans. Il n'y a mhm, pas de module spécifique, mais nous pouvons imaginer d'avoir un module euh, conçu de manière scientifique qui puisse être oui, utilisé dans plusieurs pays, notamment oui, en Côte d'Ivoire. Madame Yapo, justement, rappelait à juste titre la nécessité d'agir au niveau de la chaîne de valeur et de transformer ces solutions-là en véritables moyens d'insertion socio-économique des femmes et d'autonomisation des femmes. J'ai une question mhm. pour Monsieur Diabang. Euh, Monsieur Diabang, lorsque vous avez implanté cette technologie-là au Sénégal, est-ce que vous avez eu des résistances sociales, on va dire ça ainsi? Est-ce que vous avez eu, les populations ont tout de suite adopté ces technologies ou vous avez eu des réticences? Oui, effectivement. En fait, vous connaissez souvent quand on a une certaine habitude est de pouvoir venir changer ça de jour au lendemain. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire. On a eu à rencontrer des ménages qui nous disaient que voilà, eux, ils préfèrent d'abord rester avec l'utilisation du bois parce qu'eux, ils ne sentent pas vraiment le besoin de changement par rapport à l'équipement parce qu'eux, ils disposent du combustible, par exemple au niveau de certaines régions comme Ziguinchor, Sédhiou. Donc, c'est des régions qui, jusque-là, peut-être ont des forêts qui ne mesurent pas encore cette importance de l'utilisation d'équipements beaucoup plus consommateurs. Donc, ce qui fait qu'il y a une réticence par rapport à l'utilisation de ces équipements. Maintenant, comme je l'ai dit, il a été question de sensibiliser et de pouvoir démontrer vraiment de l'efficacité et du temps gagné en termes de collecte de bois, du temps gagné en termes soit en termes de coûts d'acquisition, d'achat de combustible. Tout ça, ça a permis d'argumenter de ce changement de comportement vis-à-vis de la cuisson. J'ai vu tantôt une question de pourquoi on a combiné des expositions sur le système solaire et les foyers améliorés, que ce serait paradoxal. Mais pour moi, il faut comprendre que chaque pays est dans un processus qui permet quand même d'atteindre un certain niveau d'utilisation de technologies beaucoup plus propres, beaucoup plus respectueuses du climat. Donc, le Sénégal est dans ce processus-là. Donc, nous, on a constaté qu'il y a une forte utilisation de bois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attendre que le solaire soit là pour que ça puisse, déjà qu'on puisse agir? Mais alors qu'il y a une technologie qui est là, qui réduit à 50%, même si elle utilise encore du bois. Mais vraiment, il faut se lancer dans ce processus. Et là, on a même commencé à constater qu'il y a un besoin d'utilisation d'autres technologies autres que les foyers améliorés. Donc, nous, on va aller dans ce sens-là. Donc, la question de la question solaire, bientôt, ça va vraiment être intégré dans les questions au niveau des ménages. D'accord, merci Monsieur Diabang. Nous avons une question de Monsieur Mario Roba. Euh, bon, existe-t-il des équipements deux en un combinant solaire et biogaz? Peut-être une solution pour l'adoption. La cuisine propre, c'est bien, mais les sociétés africaines sont en plein développement et les gens n'ont pas énormément de temps à consacrer à la cuisine. Je sais que Monsieur Bigello avait répondu à cette question, mais est-ce que vous voulez apporter une précision complémentaire, Monsieur Bigello? Oui, merci pour la question. Cet espace il y a beaucoup des opportunités pour prendre des approches variées. Donc, pour nous, normalement, au début d'un projet, nous avons le temps de réfléchir, de penser au contexte de l'endroit pour vraiment connaître qu'est-ce qui va marcher le mieux. Donc, si c'est important d'avoir aussi des autres technologies, nous pourrons les ajouter dans les projets. Donc, ça dépend de l'endroit.
je dois le dire, et le contexte local. Mais en tout, je dois souligner encore que la cuisson solaire, c'est une technologie intégrée, donc c'est nécessaire d'avoir d'autres façons de faire la cuisine. Et le biogaz, c'est une bonne choix aussi. D'accord, Merci. merci, Monsieur Diallo. Une question de Bouka. Pourquoi la technique de la cuisson reste au niveau rudimentaire? Je peux me permettre de répondre. Justement, c'est une technique comme technologie, comme le disait Monsieur Bigello, qui n'est pas répandue. Et la plupart des projets qui existent, justement, visent à vulgariser la technologie. Mais pour la vulgariser, il faut créer un marché, bien sensibiliser les populations, créer, offrir en fait des technologies, pouvoir les commercialiser et assurer le service après-vente derrière. Nous avons une autre question de Madame Honorine du Tchad. Merci pour la présentation. On peut avoir la liste de matériel qui peut nous permettre d'avoir la puissance solaire. Vous pouvez vous rendre sur le lien que M. Bdjelo a partagé tantôt et il y a des outils qui ont été réalisés par Solar Cooker International qui vous permettent de fabriquer directement vous-même votre technologie. Si M. Bdjelo veut compléter, il pourra le faire. Il y a une autre question de Jacques Joël Kwao. Dans les communautés rurales où les équipements de protection sont parfois limités, comment prévenir efficacement les risques d'éblouissement et de dommages oculaires liés aux cuiseurs solaires paraboliques? Je ne sais pas si le docteur Stéphane Villat veut intervenir sur la question. Lui étant médecin, peut-être qu'il a des éléments plus précis à apporter. Pardon, tu veux reprendre la question, s'il te plaît? Dans les communautés rurales où les Mhm. équipements de protection sont parfois limités, comment prévenir efficacement les risques d'éblouissement et de dommages oculaires liés aux cuiseurs solaires paraboliques? D'accord, d'accord. Donc, en fait, effectivement, les matériels de protection, ils sont limités. Dans certaines études que nous avons consultées, par exemple, si on cuisine en milieu fermé et avec toute la fumée à laquelle on est exposé, n'est-ce pas, ça équivaut à peu près 20 paquets de cigarettes. Donc, c'est comme si la femme, je dis la femme parce que malheureusement, c'est une tâche qui est trop souvent laissée aux femmes. Donc, cette femme qui se retrouve dans un espace fermé avec toute cette exposition de fumée, ça correspond à fumer une vingtaine de paquets de cigarettes. Donc, on comprend déjà l'impact direct sur la santé lorsque cette cuisine se fait dans un espace qui est déjà fermé. Malheureusement, effectivement, il y a pas trop souvent de moyens de protection qui serait peut-être d'avoir un système de ventilation, mais qui requiert énormément d'argent, n'est-ce pas? Donc, on peut pas demander ça à une famille qui est déjà dans une situation financière qui est assez restreinte. D'accord? Donc, la meilleure option, ce serait de cuisiner dans un espace ouvert, mais même là, ça n'empêche pas l'exposition à la fumée qui, là, encore va entraîner des problèmes au niveau de la respiration et des yeux. D'accord? Donc, l'idée serait peut-être de pouvoir mettre un masque, mais il faut être réaliste, c'est pas quelque chose qu'on peut demander à tout un chacun. Et même là, le masque, ça va pas empêcher la fumée, n'est-ce pas, de rentrer dans les yeux. Donc, vraiment, vraiment, c'est pas une situation à laquelle on a une solution toute faite. D'accord? Effectivement, tous les équipements de protection, ça fait défaut. Et on pense que c'est pour ça que la cuisson solaire, quand même, peut apporter une part de solution à ce problème, bien qu'elle soit une solution intégrée qui demande d'être accompagnée par un système de combustion à biomasse qui expose encore au même danger. Merci, Monsieur Villat. Il y a une question de Madame ou de Monsieur Gaglo. En quoi l'utilisation des foyers améliorés contribue-t-il à réduire le changement climatique? Madame Yapo avait justement, dans son propos, abordé cette question en disant que l'utilisation des foyers améliorés permet de réduire l'utilisation ou la consommation de bois énergie ou de charbon de bois, ce qui, de manière indirecte, permet de réduire la déforestation et de réduire l'émission de gaz à effet de serre.
Donc, ce sont des technologies qui permettent d'optimiser l'utilisation notamment d'énergie fossile et d'où l'appellation cuisson propre. C'est une cuisson qui est respectueuse de l'environnement. Nous avons une question de Solange Mayama. Je suis Mayama Solange, directrice du Centre Promosol depuis le Tchad, précisément à Djamena. Pour moi, c'est pas une question, je viens juste appuyer la réponse de notre frère. Selon mon expérience, les consommateurs préfèrent la cuisson solaire, mais moi aussi, je préfère car les repas cuits au solaire sont très succulents. Je mens au Tchad pendant 9 mois. Nous avons du soleil en abondance et l'accès est facile à la portée de tout le monde. Aussi pour le séchage, pareil, les produits séchés au séchoir solaire sont délicieux et la texture, n'en parlons pas. Merci Madame Mayama pour votre contribution. Une question de Monsieur Barry. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'avoir participé à ce webinaire. Je salue l'engagement des uns et des autres pour la protection de l'environnement ainsi que la promotion d'une économie verte. Ma question est de savoir, est-ce possible d'avoir toute la matière première pour fabriquer des cuiseurs solaires, notamment en Guinée? Pour information, j'ai accompagné une étude en janvier. J'ai remarqué qu'il y a une nécessité de technologie innovante. Bon, je pense que Monsieur Bichelo pourra mettre le lien d'accès à la plateforme qui a été développée par SCI et qui permet notamment d'avoir des plans de fabrication de cuiseurs solaires. Voilà. Ensuite, une autre question. S'il vous plaît, redonnez le lien que cette dame m'a demandé tout à l'heure car j'étais en retard. Bon, voilà. J'ai cru voir une autre question qui demandait le bien fondé de ce webinaire, qui parle à la fois de cuiseur solaire, de cuisson solaire, mais également de cuisson par foyer amélioré. Les deux solutions sont des solutions de cuisson propres. L'objectif n'est pas de les opposer ou de les mettre en concurrence. Et comme le docteur Bichilo l'a dit tout à l'heure, ce sont des solutions intégrées en les utilisant ensemble en fonction de l'ensoleillement pour les technologies de cuisson solaire et en fonction de l'accès à des matériaux ou à de la matière première pour la cuisson. Cela permet d'optimiser l'émission de gaz à effet de serre, mais en même temps au foyer, au ménage, de faire des économies en termes de cuisine, etc., tout en préservant les populations, préservant leur santé, parce qu'on réduit en même temps l'émission de fumée toxique. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de nouvelles questions. S'il n'y a plus de nouvelles questions, je vais... s'il y en a d'autres dans le chat. Bon, les questions sont à peu près les mêmes. Monsieur Bigello a partagé le lien pour avoir accès à- au kit de production, au plan de fabrication de cuiseurs solaires et de séchoirs solaires. Euh, je, je pense que nous arrivons au terme du webinaire. Est-ce que l'un des panélistes a des précisions à apporter par rapport à tout ce qui a été dit ou une contribution additionnelle? N'hésitez pas directement à prendre la parole. Si je peux ajouter, merci Yves et merci à OIF pour cette opportunité de partager les bonnes nouvelles de faire la cuisine avec le soleil, l'énergie solaire qui est gratuite et ça, c'est livré aux maisons gratuitement. Et ça, c'est quelque chose qui est différent en comparaison avec des autres euh, façons de faire la cuisine. Et il n'y a pas de coût pour le combustible. C'est gratuit. Et merci encore. Nous sommes ravis d'explorer comment on peut collaborer au futur. Merci. Donc, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce webinaire riche en enseignements. Je tiens personnellement à remercier chaleureusement tous nos intervenants pour leur expertise et leur engagement. Nos modérateurs, notamment notre collègue Monsieur Atade Nangit, pour leur professionnalisme
et vous tous, participants, pour votre attention et vos contributions. Je remercie également particulièrement Monsieur Diabang, Madame Lena Watt, Monsieur Stéphane Villat, Madame Rachel Idayapo. Merci à vous d'avoir bien voulu accorder de votre temps pour échanger avec nos participants sur cette question. Je vous souhaite une excellente continuation et au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines initiatives. Pour l'information, nous allons essayer de diffuser sur le site de l'OIF euh, le résumé de ce webinaire. Cela vous permettra d'avoir accès à tout ce qui a été dit, aux échanges et éventuellement, n'hésitez pas, Monsieur Bdielo vous a partagé une adresse mail. Vous pouvez également nous contacter au niveau de l'OIF si vous avez des questions ou vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci à tous. Et je vais vous demander juste d'allumer vos caméras pour une capture d'écran à tous nos intervenants et panélistes. Je ne sais pas si au niveau de SCI, vous avez la possibilité de faire une capture d'écran pour nos supports de communication. Voilà. OK, je l'ai C'est fait. parfait. Merci, Merci. merci à tous Merci à et à toutes. tous. Au À très revoir. bientôt, on l'espère. Au Merci. revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à Marietou Sidibé et à Tania également pour le travail qui va être accompli pour la rédaction d'un compte rendu. Merci beaucoup.